Bonjour à tous, donc voici la deuxième vidéo sur les années 70 au Québec et on va préciser, on va surtout voir qu'est-ce qui s'est passé sous le mandat de Robert Bourassa de 1970 à 1976 et qu'est-ce qui se passe surtout pour les autochtones pendant cette période on va remonter un petit peu plus loin, 1945-1970. Donc, tout commence par cette élection de Robert Bourassa qui appartient au Parti libéral du Québec. Donc c'est le retour du Parti libéral du Québec de Jean Lesage. Si vous vous souvenez, en 1960, élection de Parti libéral du Québec avec Jean Lesage jusqu'en 1966. Ensuite, c'était le retour de l'Union nationale en 1966 jusqu'en 1970 avec les deux premiers ministres qui étaient Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand. C'est donc cette fois-ci Robert Bourassa qui arrive au pouvoir le 29 avril. C'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Québec. Il a 36 ans quand il est élu. Et là encore, il porte beaucoup d'espoir, notamment pour la jeunesse, parce qu'il a à peu près leur âge. Bien évidemment, on continue une fois encore les politiques de la Révolution tranquille. Vous vous souvenez que depuis 1960 et la Révolution tranquille, on a eu de cesse de bâtir l'État-providence. Et même si on changeait de parti, même si on changeait de Premier ministre, on continue de faire évoluer l'État-providence, c'est-à-dire un État qui intervient économiquement, mais aussi socialement, par exemple dans le domaine de la santé. En effet, le bilan de la Révolution tranquille de Jean Lesage était d'avoir créé en 1961 l'assurance hospitalisation. Cette fois-ci, on va plus loin en 1970 en créant l'assurance maladie, c'est-à-dire que non seulement on serait remboursé des soins reçus à l'hôpital, mais aussi auprès d'un médecin. La structure, l'institution qui est chargée de veiller à l'organisation de cette assurance maladie et au remboursement des soins du malade ainsi que le paiement des soins aux médecins, c'est la régie de l'assurance maladie, aussi appelée la RAMQ. On va d'ailleurs créer pour chacun des Québécois en 1976 une carte qu'on va appeler la carte Soleil et qui permet de garantir que la personne a vraiment le droit aux soins gratuits. L'autre projet qui avait été mené du temps de la Révolution tranquille de Jean Lesage, c'était une réforme du Code du travail. Qu'en est-il des syndicats, notamment des syndicats pour le secteur public? En effet, c'était la grande nouveauté en 1964 dans le Code du travail. Il y avait la possibilité pour les gens du secteur public de se syndiquer et même de pouvoir faire grève. La conséquence, c'est que bien évidemment, le syndicalisme a augmenté dans la fonction publique et comme l'État, depuis Jean Lesage, est le premier employeur, puisqu'il va payer les fonctionnaires de la santé, les fonctionnaires désormais de l'éducation, plus tous les fonctionnaires de la société d'État, cela représente une part importante. En 1972, 3 centrales de syndicats vont se mettre ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une centrale de syndicats? C'est que chaque syndicat a par exemple une spécificité. Je vous donne un exemple pour la FTQ. La FTQ, c'est la Fédération des travailleurs du Québec. Mais à l'intérieur de la FTQ, vous avez la FTQ Construction qui va rassembler les travailleurs de la construction. Vous avez les métallos qui vont plutôt être des syndicats de mines. Chacun va avoir une centrale locale. Donc, la centrale syndicale, c'est vraiment l'union de plusieurs syndicats qui mettent en commun leurs cotisations et qui permettent de limiter les frais d'avocats, etc. Parce qu'il y a comme quelques avocats pour toute la centrale. Il y a 3 grandes centrales syndicales au Québec en 1972. La plupart existent encore. On a la CSN, la CEQ et enfin la FTQ. Je montre un exemple du logo qui est créé en 1972 de cette union des 3 syndicats, des 3 centrales syndicales. Elles décident de faire un front commun, c'est-à-dire qu'elles décident de s'unir avec pour objectif de négocier pour les travailleurs du service public auprès du gouvernement provincial.
une grève des 3 centrales syndicales, tout en même temps, donc on va parler de grève générale, et la réclamation, c'est 100 $ par semaine de salaire pour les employés du service public. Donc, c'est l'hôpital qui se met en grève, c'est les fonctionnaires des ministères, bien évidemment les enseignants, mais aussi le personnel de soutien. Tout le monde est en grève pour cette demande, au moins 100 $ par semaine. Et quelques images de la grève générale. Celle-ci, au départ, se passe partout au Québec de façon relativement pacifique, mais il y a surtout 2 villes où l'acuité de la grève va être particulièrement poussée. Saint-Jérôme, parce qu'elle connaît à l'époque quelques difficultés économiques, il y a notamment beaucoup de chômage, et la ville de Sept-Îles qui vit tout l'inverse, hein, c'est une des villes qui s'est développée le plus avec le secteur industriel sur la côte nord depuis les années 50. La grève commence dans le secteur public, donc à l'hôpital, dans les écoles, mais très rapidement, les employés du secteur privé, de la mine, des alumineries, décident aussi de faire la grève et on est dans une situation quasiment insurrectionnelle avec des manifestations, des routes coupées et même parfois quelques échauffourées avec la police à tel point qu'elle est obligée d'envoyer quelques renforts à cette île. Devant la montée de cette situation, Robert Bourassa décide d'obliger, par la loi 19, tous les 210 000 travailleurs à retourner au travail. La loi est claire, c'est une obligation. Si jamais les personnes ne veulent pas revenir, eh bien elles devront payer une amende et si elles continuent de refuser le retour au travail, on peut même envisager des peines de prison. Les syndicats refusent et décident de continuer la grève malgré les menaces et malgré la loi, décident donc de désobéir. Et finalement, le gouvernement provincial de Robert Bourassa décide de signer une entente. Si, a priori, les syndicats ont gagné cette première manche, reste que le gouvernement va très rapidement rajouter des lois spéciales qui vont limiter le droit de grève dans le service public. Pendant plusieurs années, on va rajouter une série de lois et définir le terme de service essentiel. C'est-à-dire qu'on fait passer la priorité de la continuité du service, c'est-à-dire que si on est à l'hôpital ne peut pas fermer parce qu'il est en grève, il faut toujours qu'il y ait au moins un minimum d'infirmières, de médecins qui puissent assurer les soins aux malades. Et c'est, dans les faits, une forme de limitation du droit de grève. Les syndicats vont s'en souvenir et sont déçus de l'attitude du Parti libéral dans cette affaire du Front commun et vont se rapprocher petit à petit du Parti québécois. Donc ça va une fois encore avantager le parti de René Lévesque aux prochaines élections. On continue sur les grandes décisions du gouvernement libéral de Bourassa. Il a aussi une grande idée qu'il veut achever, une idée qui avait commencé dans les années 60, la lutte contre la discrimination et la volonté qu'il y ait plus de droits pour tous. Cette idée que l'on avait déjà vue par l'avancée des droits des femmes, puis aussi le droit de vote des autochtones au Québec, l'idée ce serait d'un document plus général qu'on va appeler une charte qui établirait les droits et libertés de la personne. Dans ce document, on retrouve l'idée qu'il ne peut y avoir aucune discrimination basée sur le sexe, la race ou l'orientation sexuelle. L'obligation, notamment pour tous les citoyens, d'être solidaires et de porter secours à un tiers. Et ce document a des conséquences très pratiques, notamment pour les femmes, puisqu'elles vont pouvoir utiliser ce document pour avoir et pour obtenir l'accès à de nouveaux emplois, notamment le cas de la police. En effet, à partir de 1975, la police s'ouvre aux femmes, et notamment la première femme dans la police s'appelle Nicole Juteau. Pour vous donner une idée à quel point c'était tout nouveau, puis le département de la police n'était absolument pas prêt quand elle rentre à la Sûreté du Québec. Il n'y a aucun uniforme à sa taille.
Elle est obligée d'agrafer son chemisier qui n'est pas prévu pour la poitrine d'une femme. Elle n'a pas une pointure pour ses chaussures qui soient adéquates à sa taille. Son képi est beaucoup trop grand, elle est obligée de le rembourrer. Et néanmoins, elle réussit quand même à rentrer dans la police. La continuation des politiques de la Révolution tranquille, notamment, on l'avait vu, il y a l'interventionnisme économique. Souvent, l'État-providence, c'est plutôt pour tout ce qui est économique et social, le fait que l'État dispense aux citoyens des soins qui lui permettent d'avoir un bien-être, une certaine forme de qualité de vie, tout cela gratuitement. Donc ça inclut l'éducation, la santé, mais aussi les droits sociaux. Là, le projet continue pour ce qui est du nationalisme et de l'interventionnisme économique, qui est plus que l'État décide de construire des choses qui vont permettre de stimuler l'économie du Québec. Le grand projet d'Hydro-Québec va revenir notamment avec Bourassa, qui imagine le projet du siècle en 1971. Au départ, c'est surtout pour répondre à la demande de la consommation électrique. En effet, de plus en plus de gens s'urbanisent, puis on recourt à l'électricité, puis des fois on a des manques dans le réseau. Donc, 1971, on a décidé que ce serait la Jamésie, donc cet espace au nord du Québec, qui serait utilisé. Mais ce projet est d'autant plus pertinent après le choc pétrolier de 1973 où le pétrole vient faire défaut. Et l'idée, c'est donc de trouver un substitut au pétrole, notamment dans le chauffage des maisons, etc. Donc voici la région de la Jamésie qui est entourée en noir sur la carte. Vous voyez que vous avez la baie James, c'est cette grande région où vous avez notamment des grandes rivières comme la Eastmain ou la rivière qui s'appelle la Grande Rivière. Donc voici un peu à quoi ressembleraient les projets, tous les petits points noirs, notamment les projets de la Grande 1, 2, la Grande 3, la Grande 4. Vous voyez qu'il y a toute une succession de barrages sur la Grande Rivière. On parle de complexe de la Grande parce que c'est toute une succession de barrages, de bâtards d'eau, d'aménagements. Donc voilà pour le grand projet. Le problème du projet du siècle, c'est que cet espace, une fois encore, est vu comme un espace vide. Or, les peuples autochtones habitent cet espace et ils ont été totalement oubliés. Cela concerne 3 nations autochtones particulièrement. Les Cris Iouichi, que l'on voit ici sur la carte, qui sont à la limite entre la Jamésie, qui sont plein dans le territoire en fait de la Grande Rivière, un peu plus au nord des Inuits, et les Naskapi, plus à l'intérieur des terres. Dès 1972, au mois de décembre, une plainte est déposée face à ce grand projet qui a été énoncé pour non-respect des droits ancestraux. La justice donne raison aux autochtones qui ont déposé cette plainte et qui disent c'est notre rivière, on a notre mot à dire, on chasse, on pêche ici et on a des droits. Et justement, la Cour supérieure du Québec dit aux autochtones, vous avez tout à fait raison, vous devriez être consultés suite à ce projet. Hydro-Québec doit donc arrêter les travaux et commencer à négocier avec les autochtones. Les autochtones, de leur côté, s'organisent en créant par exemple le Grand Conseil des Cris et choisissent comme chef Billy Diamond, qui va se retrouver en 1975 à négocier avec le gouvernement de Bourassa. Une entente est conclue, on parle d'une entente historique qu'on va appeler la Convention de la baie James et du Nord québécois. Dans cette entente, les autochtones renoncent à leurs droits, reçoivent des compensations financières. Mais les transformations majeures que va amener le grand complexe de la Grande vont décevoir les autochtones qui ne s'imaginaient pas que ça bouleverserait autant leur territoire. Vous pouvez faire les exercices de la page 290-291. On continue sur l'affirmation des autochtones au Québec et au Canada. Je vous rappelle que depuis 1840, les autochtones voient leur territoire se rapetisser avec la colonisation, soit dans les régions du Québec, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, et qu'ils avaient fait appel au gouvernement à l'époque de la province du Canada pour protéger leur territoire et respecter leurs droits ancestraux, à l'aide de pétitions notamment.
Cependant, le gouverneur de l'époque, qui avait fait une enquête, en était venu à la conclusion dans son rapport que la meilleure façon de résoudre le problème des autochtones serait de les assimiler par la sédentarisation, ce qui amène la loi sur les réserves en 1851, et par l'acculturation, c'est-à-dire l'évangélisation, l'apprentissage de langues qui seraient soit l'anglais, soit le français. C'est surtout les pensionnats autochtones, surtout dans la partie anglophone, qui vont très rapidement être développés comme structure d'acculturation de ces autochtones. Le premier pensionnat autochtone en tant que tel est construit en 1831 dans la ville de Brantford, en Ontario, et il est géré, une fois encore, comme souvent les pensionnats autochtones, par l'Église anglicane. Puis 1867, on a un gouvernement fédéral. Avant même qu'on signe la Constitution, avait déjà été créé le ministère des Affaires indiennes. Et en 1876, le gouvernement fédéral avait créé la loi sur les Indiens qui établissait que désormais les autochtones étaient traités comme des enfants, on va dire comme des mineurs, qu'ils étaient constamment sous la tutelle de l'agent des affaires indiennes et donc du gouvernement fédéral. En 1880, le fédéral avait poussé pour la création de pensionnats autochtones, d'autant que cela correspond aussi à l'extension du territoire canadien sur les prairies notamment. On a eu les soulèvements des Métis, mais la construction du chemin de fer avait amené la possibilité d'ouvrir de nouvelles terres à la colonisation pour l'immigration britannique, repoussant sans cesse les limites des territoires autochtones. Et à chaque fois que la colonisation des allochtones, donc de l'immigration britannique qui recevait des terres dans la politique nationale, avançait, malheureusement, les autochtones étaient placés dans des réserves, devaient signer des traités numérotés. Au Québec, cela était quand même plus tardif, ces pensionnats autochtones. Le premier en tant que tel est créé en 1930 à Fort George, donc très au nord du Québec, c'est l'actuel Chisasibi. Il est tenu par du personnel religieux, notamment la congrégation des Oblats qui va être très présente au Québec. Au départ, les Pères Oblats sont là en 1925 pour soigner la population qui a souffert d'une série d'épidémies, mais très rapidement, elle établit un pensionnat essentiellement pour concurrencer l'influence de l'Église anglicane qui elle aussi, donc plutôt des protestants anglais, qui elle aussi avait ouvert un pensionnat. Pourquoi y a-t-il aussi peu de pensionnats au Québec? En général, c'est parce qu'on investit peu dans l'éducation au Québec. Je vous le rappelle, c'est pas une priorité, puis c'est la responsabilité de l'Église catholique jusqu'en 1964, ce qu'on avait appelé le cléricalisme. Sauf qu'en 1943, la loi de la fréquentation scolaire qui avait été décidée par Adélard Godbout, qui partait d'un bon sentiment, qui obligeait tous les enfants de 6 à 14 ans à fréquenter une école, mais va avoir une conséquence négative pour les autochtones parce que eux aussi se retrouvent obligés de devoir placer leurs enfants à l'école. Et c'est pour cela que, contre toute attente, on va construire l'essentiel des pensionnats autochtones dans les années 50 pour honorer cette loi. Le système des pensionnats, qu'ils aient été construits tardivement ou pas, reste le même partout au Canada, que ce soit au Québec ou que ce soit dans le Canada anglophone. Je prendrai l'exemple du pensionnat de Maliotenam, qui est à proximité de cette île. À l'époque, il s'appelle le pensionnat Notre-Dame et il est créé en 1952 et il sera en activité jusqu'en 1971. En 1963, les dortoirs seront pour tous les élèves, même ceux qui sont à proximité, là, parce qu'on a la réserve de Manioutenam et de Ouachat qui sont à proximité. Les élèves avant 1963 pouvaient retourner chez eux. Ce n'est même plus le cas pour les jeunes qui sont à proximité. Ils doivent constamment rester à l'intérieur du pensionnat. En général, ce pensionnat va concerner vraiment une aire extrêmement vaste des Inuits d'Iquanichit, de Nutaquan, donc qui sont à plus de 250 km, mais même beaucoup d'Inuits de la côte nord, du Labrador, donc on est très très loin, là, on est jusqu'à Goose Bay et même plus. La description est toujours la même, les enfants sont arrachés à leur famille, on leur coupe les cheveux, on leur enlève leurs vêtements qui viennent de chez eux, d'un point de vue symbolique, on ne veut plus qu'ils ne gardent quoi que ce soit qui vienne de leurs parents ou de leur communauté.
C'est devenu d'ailleurs l'origine de la journée du chandail orange, qui est inspirée de l'illustratrice Phyllis Webstad, qui vient de la Colombie-Britannique, qui est une autochtone Shuswap, et qui s'est vue enlever le beau chandail orange que lui avait acheté sa grand-mère, et qui a été brûlé. De plus, les élèves, quand ils arrivent, sont interdits de parler leur langue. On limite les contacts entre les frères, les sœurs, les cousins, justement pour éviter que les élèves continuent de pratiquer leurs coutumes et surtout de pratiquer leur langue. Et souvent, ils peuvent voir leur famille une fois par an, parfois c'est moins que cela. Les matières scolaires sont enseignées le matin, puis on va plutôt avoir des matières professionnelles l'après-midi. Le problème de ce pensionnat, c'est toute la maltraitance et les violences qui sont dispensées. On a des violences physiques, des violences psychologiques et aussi malheureusement des violences sexuelles. De plus, comme ces pensionnats sont souvent sous-financés, les élèves sont assez mal nourris, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, donc on parle de malnutrition, on parle de manque de chauffage, de conditions difficiles, ce qui amène bien évidemment beaucoup de maladies, et comme les enfants sont sous-nourris, ça va avoir comme conséquence une mortalité importante parmi ces jeunes. Les autochtones ont toujours décidé d'agir et de contester ces décisions du fédéral. L'élément le plus structuré en 1919 est la Ligue des Indiens de Frédéric Odjeviloft. Mais le problème, c'est que si les autochtones s'organisent, ils sont assez peu écoutés. Dans les années 70, il y a toujours plus de convoitises sur les ressources de leur territoire. Et c'est notamment le cas au Québec. Parce que le territoire du nord du Québec, qui pour l'instant était peu convoité, la côte nord aussi, a été convoité dans les années 50 pour les mines de fer. Et cette fois, ce sont les rivières qui sont convoitées sur les espaces autochtones pour pouvoir y construire des grands barrages hydroélectriques. Au même moment, les autochtones, dans les années 60, alors que le reste du Québec vit une période démographique de dénatalité, au contraire, la natalité autochtone, elle, est en hausse. Alors, quels sont les regroupements autochtones qui vont agir? C'est ce qu'on appelle à l'époque la Fraternité des Indiens du Canada, qui milite notamment pour la maîtrise indienne de l'éducation, ce qui va lui être accordé en 1972, c'est-à-dire qu'elle veut pouvoir contrôler ces pensionnats autochtones. Par exemple, les Cris vont reprendre le pensionnat de Fort George pour y enseigner selon leurs traditions. Le contexte est favorable parce que dans le monde, on a justement l'aspect militant des droits pour les minorités. On l'avait vu dans les années 60 aussi avec le droit des Noirs aux États-Unis. Au niveau canadien, Pierre Elliott Trudeau propose donc une réforme de la loi sur les Indiens. Et il nomme comme ministre des Affaires indiennes Jean Chrétien. Voici la proposition qui est faite aux autochtones par le fédéral, mais avant ça, je fais un petit rappel sur c'est quoi les droits des autochtones à l'époque. On a ce qu'on appelle les droits ancestraux. Ça repose sur le fait que les autochtones sont les premiers occupants du territoire. Par conséquent, on considère qu'ils ont les droits de pêche, de chasse sur leurs territoires ancestraux. Ils ont aussi le droit à la gouvernance, c'est-à-dire diriger leur groupe de façon autonome. Ce qui explique des droits comme celui de pêcher la baleine chez les Inuits, qui est une tradition ancienne qui a permis à leur peuple de survivre, et aussi l'élection du Conseil des Cris, comme par exemple on avait vu pour la négociation de la Convention de la baie James et du Nord québécois, ils s'organisent et choisissent un chef parmi la communauté. Les droits ici des traités, c'est tous les traités qui ont été signés depuis la proclamation royale, donc en 1763 et l'arrivée des Britanniques. Il s'agit de traités de paix, de traités d'alliance, des traités commerciaux qui donnent des avantages, notamment comme la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975. Et les plus anciens sont les traités numérotés, qui sont en fait des traités de concession territoriale. Les autochtones sont obligés de céder leur territoire, mais ils reçoivent un paiement en contrepartie, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Dans les années 70 aussi, la culture autochtone rayonne. Il y a des gens qui prennent la parole, ces gens autochtones qui écrivent quelle est leur réalité. Notamment la poète Anna Tanney Capech, qui est la première femme à écrire en français
Et dans le livre, on a la traduction en Innu-Ainu. On a aussi Joséphine Bacon, qui est une jeune femme qui est repérée par quelques anthropologues et qui va devenir traductrice justement pour les communautés Innu et qui va ensuite s'émanciper et devenir documentariste en faisant ses propres documentaires pour illustrer la réalité des autochtones au Québec. En 1970, un jeune anthropologue alloctone se rend dans la communauté de Mingan et Quanichit et rencontre la famille Mestokosho et va mettre par écrit les paroles d'une personne âgée qui parle que le Nuu-Aimun, qui est Mathieu Mestokosho, ce qui donnera à l'époque les chroniques d'un montagnier de Mingan, d'un chasseur montagnier de Mingan. Et ça a été réédité ces dernières années sur le récit de Mathieu Mestokosho, chasseur Innu. La proposition du fédéral, donc, c'est que en 1969, il y ait l'égalité pour tous. Ce serait la fin de la loi sur les Indiens, la fin des droits ancestraux. Les Indiens seraient traités à égalité comme les autres. Alors ça peut sembler extrêmement intéressant, mais les autochtones refusent. Qu'est-ce qui dérange les autochtones dans la proposition? C'est pas le fait d'avoir l'égalité pour tous, mais c'est que on en arrive à nier la responsabilité du fédéral. Voilà, maintenant c'est fini, on annule la loi sur les Indiens, mais vous perdiez aussi les avantages que vous avez donné la loi sur les Indiens. Or, les souffrances des peuples autochtones sont réelles, ils ont perdu leur territoire, il y a une forme d'acculturation, les communautés sont en crise du fait des conséquences des traumatismes subis dans les pensionnats. Donc on ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique toute cette réalité-là, et les peuples autochtones trouvent que c'est un peu trop simple de la part du fédéral de dire bon voilà, maintenant c'est fini, on fait comme si de rien n'était. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était du côté des autochtones. Donc le projet est abandonné en 1973. Vous pouvez faire les exercices de la page 299-300 de votre manuel.